Siyata Dishmaya, Masechet Bava Metzia Daf Kuf Aleph, nous commençons Daf Kuf Amoud Bet, à la Mishnah, en bas de la page, 7 lignes avant la fin. Amocher Zetav Leitzim. La Mishnah nous enseigne le din suivant: si un homme vend Zetav, ses oliviers Leitzim, pour que l'acheteur coupe l'olivier et puisse utiliser le bois de cet olivier, le bois pour brûler, comme combustible. L'acheteur n'a pas encore enlevé les oliviers, n'a pas coupé le bois, ve'asu, et les arbres, les oliviers ont donné des fruits, ont donné des olives, mais c'était une récolte mauvaise, au point, ve'asu pachot merivit la CA, pour un CA de zétim, d'olive, pour cette quantité de 1 CA, on a récupéré moins que 1 révi'it, un quart de log de shemen d'huile. Eh bien, cette huile, la réilou shel Baal Hazetim, appartient au Baal Hazetim, c'est-à-dire à celui qui a acheté les oliviers. Mais Asur révi'it les CA, lorsque les olives vont donner l'équivalent d'un révi'it ou plus pour un CA, Zéomer lundi zeti gadlu, c'est grâce à mes oliviers, c'est grâce à mon arbre que j'ai acheté, donc l'olive me revient, Vezéomer lodino artsi gadla, c'est grâce à ma terre, puisque l'arbre est encore sur la terre, et c'est grâce à ma terre qu'il y a une bonne récolte, qu'il y a des fruits, alors yachloku, ils partageront. Troisième cas, Shataf Nahar Zetav. Réhouven a un champ, et dans son champ il y a des oliviers. Le fleuve a débordé et a emporté sur son passage les oliviers de Réhouven, les a déracinés, Venutanam letor sadeh chavero, et les a ensuite plantés, c'est-à-dire que l'eau les a plantés dans le champ de son ami de Shimon. Ze omer zeti gadlu, ze omer artsi gadla. Comme nous le verrons, on ne va pas enlever les oliviers du terrain de Shimon. L'un réclame la propriété des olives, puisqu'il va dire c'est mes oliviers qui ont donné les fruits. Et l'autre dit non, c'est ma terre, et bien yachloku, ils partageront. Nous allons voir dans la Gemara l'explication de cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara reprend le premier dit. Je vends les oliviers pour le bois des oliviers. Lorsqu'il y a moins qu'un révi'it, c'est pour l'acheteur, plus qu'un révi'it, il partagera. Echidame demande l'agma de quel cas il s'agit. Si le propriétaire du terrain dit à celui qui achète les oliviers, les arbres, coupe immédiatement, et il n'a pas coupé, alors même s'il y a moins qu'un révi'it, c'est aussi pour le balakaka, il lui a demandé d'enlever les oliviers. Donc tout ce qui a poussé, c'est pour lui. Il lui a dit, quand tu voudras, tu pourras couper le bois. Alors il a fait le révit, il lui permet de laisser cet arbre dedans. Donc même s'il y a plus qu'un révit, lui devrait appartenir au Baal Hazetim, au propriétaire des arbres. Et donc pourquoi partager? Le chidouche, c'est dans le cas d'Amarle, il lui a dit stama, c'est-à-dire il ne lui a pas précisé. Il dit je te les vends, il n'a pas précisé si tu les enlèves tout de suite ou plus tard. Et donc on dirait ainsi, pachot merivit, moins qu'un révit, lo kabin chez le propriétaire du terrain n'est pas makbil. Il dit bon, c'est moins qu'un révit, c'est une petite quantité, autant que celui qui a acheté les oliviers prenne cette huile. Mais lorsqu'il y a un révit, équivalent d'un révit, pour cette quantité d'olive, un CA d'olive, alors kabin chez les chansons makbilim, et donc c'est pour cela qu'on partagera. Amar Rabbi Shimon ben Pazi vient préciser des révit chez Amrou, ce que nous avons vu, que lorsqu'il y a un révi'it, l'équivalent d'un révi'it, c'est-à-dire que lorsque le CA va donner un révi'it, donc là, le propriétaire du terrain peut réclamer une partie de cette huile, c'est ce que l'on nomme chutz mina otsa'a. À l'exception, c'est-à-dire chutz mina otsa'a, des frais pour couper les olives, pour les presser. Après avoir déduit tous les frais, il reste encore un révi'it, donc dans ce cas-là, on peut dire que il est makvid.
Mais lorsque c'est un révite, mais qu'on doit encore enlever une partie pour les frais, ça c'est comme si c'était moins que révite. Donc nous avons compris première partie, le dîme de la Mishnah, et nous penchons sur la deuxième partie concernant le fleuve qui a déraciné un arbre et qui l'a ensuite planté dans le champ du voisin. Ce que nous avons enseigné dans la Mishnah, qu'est-ce que nous avons enseigné dans la Mishnah? Que l'un dit c'est mon terrain, l'autre dit c'est mes arbres, ils partageront. On parle dans le cas où les oliviers ont été déracinés avec un morceau de terre qui était autour des racines, et que l'arbre aurait pu de toutes les manières vivre encore grâce à cette terre, même une fois déraciné. Et on parle l'achar shalosh après 3 ans. Après 3 ans, c'est-à-dire après qu'on a passé les 3 années dehors là où on peut manger les fruits, bien que dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'attendre les 3 années dehors là, étant donné que les arbres ont été déracinés avec leurs racines et avec de la terre. Rashi nous rapporte une Mishnah dans Masechet Orla, un arbre qui a été déraciné, s'il y a une quantité suffisante où l'arbre peut vivre, une quantité suffisante de terre où l'arbre peut vivre avec cette terre, dans ce cas-là, une fois qu'on replante l'arbre, on ne compte pas encore une fois les années de Orla. Mais s'il n'y a pas suffisamment de terre, on doit reprendre le compte des années de Orla. Donc là, l'Agma nous dit, on parle dans le cas, on est crouvé gouché, c'est-à-dire que les arbres ont été déracinés avec de la terre. Et la marloquette ici, ce qu'on partage entre le propriétaire du terrain et le propriétaire des arbres, c'est l'achar shalosh après 3 ans. Abal betor shalosh, mais pendant les 3 premières années, à kol shel balazetim, tout appartient à celui qui est propriétaire des oliviers. Pourquoi de Amarlé? Parce qu'il va dire au propriétaire du terrain, Yat nat ata, si toi tu avais planté les arbres, betor shalosh, mais avec achat, est-ce que tu aurais pu manger pendant les 3 premières années? Non. Donc pendant les 3 premières années, étant donné que le fleuve a planté mon arbre déraciné de chez moi, il l'a planté chez toi, les 3 années me reviennent. Une fois qu'on a terminé ces 3 années, là, tu peux réclamer une part. Tu dis, puisque si moi j'en avais planté, j'aurais reçu aujourd'hui la moitié, j'aurais pu recevoir aujourd'hui toutes les olives, donc au moins on va partager. Donc pendant les 3 premières années, c'est le propriétaire des oliviers qui va prendre les olives, donc il n'y a pas de problème de hors-là, puisqu'elles ont été déracinées avec un morceau de terre tout autour, mais il pourra dire au propriétaire du terrain, si toi tu avais dû planter, donc tu aurais pris des arbres sans toute cette terre autour, et tu n'aurais pas pu aujourd'hui les consommer. Donc pendant les 3 premières années, tu ne recevras rien, et après les 3 premières années, ils partageront. De l'émalé, demande la Gemara, le propriétaire du terrain peut dire au propriétaire des arbres, mais yananaté, si moi je les avais plantés, eh bien l'achar shalosh avachin a écoulé, après 3 ans, j'aurais pu manger tous les fruits. Hashta maintenant, ka'achalt palga, behadé, tu vas manger après 3 ans, la moitié avec moi. Donc, puisque moi, je ne peux pas recevoir après 3 ans toute la récolte, je devrais partager avec toi. Donc, aujourd'hui aussi, avant les 3 ans, tu dois partager avec moi. Et on pourrait dire, d'après le Maréchal, la Girsa, Hashta, alors maintenant, Tochal, Palgabat, et prends pendant les 3 premières années la moitié avec moi. Alors, elle, la Gemara reprend, c'est vrai. Le Balakarka pourrait dire, j'ai droit aussi à la moitié pendant les 3 premières années. Et là, Ravin Amar Resh Lakish, lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Resh Lakish, voici comment il faut interpréter la Mishnah. Lo Shanus, qui est marqué dans la Mishnah qu'ils vont partager, c'est seulement Elash Neikru Begushen. Ils ont été déracinés avec de la terre, donc il n'y a pas de problème de roi. Ou Betor Shalosh, et la marloquette, ils partageront pendant les 3 premières années. Mais après les 3 années, à Kol les Balakarka, tout appartiendra au propriétaire du terrain, c'est celui qui a accueilli les arbres que le fleuve a plantés dans son terrain. D'Amarlé, parce qu'il va lui dire, le propriétaire du terrain va lui dire, Yananate, si moi, j'avais planté des arbres, l'achar shalosh après 3 ans, milo aviachinan les coulées, est-ce que je n'aurais pas mangé tous les fruits? Donc maintenant aussi, après 3 ans, je vais manger tous les fruits. C'est vrai que pendant les 3 premières années, on va partager. Venez malé, alors demande la Gemara, pourquoi le propriétaire de l'arbre ne dit pas, Iat natata. Mais si toi tu avais planté, c'est vrai qu'après 3 ans tu pourrais tout manger. Mais Betor Shalosh, pendant les 3 premières années, tu ne
n'aurait pas pu manger Ashta, alors que maintenant, Kara, t'as pas le Gadé, tu es en train de manger la moitié avec moi. Donc, ce n'est pas juste. Comment, pendant les 3 premières années, tu veux partager, tu prends une partie, alors si c'est ainsi, après les 3 années aussi, on devrait partager. La Gemara répond non, Mishum de Amarle, parce que le propriétaire du terrain va lui dire, Yananate, si moi j'avais planté, c'est vrai que pendant les 3 premières années, je n'aurais pas pu manger des fruits de ces arbres, mais avec Katiné, les arbres, les oliviers auraient été plus petits, moins larges. Les arana tekutayu, j'aurais pu planter en dessous, silka veyerka, c'est-à-dire des betteraves, des légumes, et donc j'aurais pu profiter aussi du terrain. Aujourd'hui, où le fleuve a planté chez moi tes arbres, qui sont déjà bien vus, et je ne peux pas planter en dessous, parce qu'il y a trop d'ombre, qui ne permettent pas de planter des légumes, donc je perds à cause de tes arbres. C'est pour cela que pendant les 3 premières années, je veux recevoir la moitié. Mais après les 3 années, je garde tout pour moi, étant donné que moi aussi j'aurais pu planter des arbres, et après 3 ans recevoir toute la récolte. Donc la Gemara a expliqué ainsi notre Mishnah. On parle pendant les 3 premières années, où ils partageront, mais après les 3 premières années, tout appartient au propriétaire du terrain. Tana, la Gemara nous rapporte ici une braïta. Amar Hala. Dans ce cas-là, où le fleuve a déraciné les oliviers de Rouven et les a plantés dans le terrain de Shimon. Si Rouven vient et disait, Tayani notel, très bien, je viens reprendre mes oliviers. En shomin lo, on ne le laissera pas. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rabbi Yochanan explique Mishum Yishuv Eretz Israël. Pour que Eretz Israël, la terre d'Israël, soit habitée. C'est-à-dire habitée par des arbres, planter des arbres. Donc on ne peut pas déraciner un arbre d'un endroit. Amar Rabbi Yirmiyah a dit que Gonda, une telle explication, Tzricha Rabba, nous avons besoin d'un maître comme Rabbi Yochanan pour nous le dire. Et la Gemara va enchaîner avec d'autres cas où nous allons retrouver cette même expression de Kegonda, Tzricha Rabba, pour un tel enseignement, nous avons besoin d'un maître. Il est bon de préciser que ce que nous avons vu dans la Mishnah, qu'on peut vendre des oliviers pour le bois, bien qu'il y a aussi une interdiction de baltachrit, c'est-à-dire de couper un arbre fruitier. Et là aussi nous voyons le principe du Yishuv Eretz Israël. La raison est simple, c'est qu'on parle ici d'oliviers qui ne produisent pas, qui ne donnent pas de bons fruits. Et dans ce cas-là, où le prix du bois est plus intéressant que les fruits que cet arbre apporte, on a le droit de couper cet arbre, comme c'est rapporté ailleurs dans la Soudia de Mbal Tashrit. La Gemara continue. Nous avons enseigné là-bas, Rabbi Yehuda nous dit, mais Kabel Sadeh Avotav Minanochi, un homme qui prend comme un métayer, c'est-à-dire il accepte Sadeh Avotav, la terre de ses ancêtres, Minanochi, d'un non-juif. Un non-juif lui dit, tu prends le terrain qui m'appartient, tu vas travailler dans ce terrain et tu recevras la moitié de la production, 50-50. En échange de ton travail, tu prendras 50% de la production. Et c'est Sadeh Avotav, le chant de ses ancêtres. Que signifie Sadeh Avotav? Nous allons le voir tout de suite. Mais quel est le din Maaser Venotenlo? Le Israël, avant de donner la moitié aux non-juifs, il doit d'abord prélever le Maaser. C'est-à-dire que le Israël doit déjà, avant de donner, prélever le Maaser, donc disons qu'il reçoit 100% de la récolte, il donne le Maaser sans compter Trouma Gdola, on va dire le Maaser, avec le Maaser Sheni aussi, donc il va déjà enlever 10%, même encore 10%, et ensuite il va donner les 50% aux non-juifs. Si le Israël avait d'abord partagé, donné la part du non-juif 50%, et ensuite sur sa part à lui, il aurait donné le Maaser, c'est sûr qu'il aurait pu avoir plus de récolte. Donc le fait de lui imposer d'abord de prélever le Maaser, ensuite de donner les 50% du non-juif, pas 50% de ce qu'il restera, mais de 50% de ce qu'il y avait au début, parce que le non-juif, lui, de 50%, il ne connaît pas le Maaser. Eh bien, dans ce cas-là, les Khamim ont imposé Maaser Venotenlo. Il prélève le Maaser et ensuite il donne aux non-juifs. Donc, la part du Maaser, on va dire les 5 ou 10% de Maaser qu'il doit donner de la part du non-juif, c'est lui qui va les essuyer, qui va les perdre. L'Agmar nous dit, ça voit, on pensait que Maï Sadeh Avotav, que signifie celui qui reçoit le terrain de ses ancêtres d'un non-juif? C'est le terrain de ses ancêtres ou le terrain du non-juif? C'est quoi Sadeh Avotav? C'est Eretz Israël, c'est-à-dire celui qui reçoit une parcelle de terrain
qui appartenait à nos ancêtres. Vamaï Kourleste Avota, parce que c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov, le terrain de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eh bien, il doit d'abord prélever le maaser avant de donner la part du non-juif. Et Kassava, parce qu'il pense En Kinyan Enochi Beret Israël, Afkam Minad Maaser, que le non-juif n'a pas de possession dans la terre d'Israël pour lui enlever l'obligation de maaser. On ne va pas dire ça appartient à un non-juif, il n'y a pas de gloucha, il n'y a pas de maaser. Même si ça appartient à un non-juif, on doit prélever le maaser. Et donc on pense que malgré que le terrain appartient à un non-juif, il y a une obligation de maaser, ou mekabel kechocher damé. Et celui qui reçoit, qui est mekabel, qui reçoit un terrain, et qui, comme un métier, doit donner une partie, donc 50%, il est considéré comme un chocher. C'est quoi chocher? C'est ce que nous avons dans les périques suivants. C'est celui qui reçoit un terrain, mais qui donne une somme fixe, une quantité fixe de fruits, peu importe la production du terrain. Si le terrain ne produit pas, il devra aussi donner ce qu'il s'est engagé à donner. Si le terrain produit plus, il ne donnera que ce qu'il s'est engagé à donner. Donc on pensait que le Mekabel est aussi qui est choker damé. Et donc ma choker de la même koskanon de choker ben avad ben lo avad, aussi bien si le terrain a produit ou n'a rien donné, bah il sourit ou metenle. Il doit d'abord prélever le maaser, ensuite donner au propriétaire, au non-juif, sa part. Parce que des riporea, chovato dame, c'est comme s'il rembourse sa dette, on ne peut pas rembourser une dette du maaser. Eh bien, af mekabel dame, même celui qui reçoit et qui va donner un pourcentage, eh bien, on dira riporea chovato dame, c'est comme s'il rembourse une dette au propriétaire du terrain, et donc il ne peut pas payer du maaser, il doit d'abord maaser, d'abord prélever le maaser, et ensuite lui donner. Donc voici un enseignement qui nous dit la chose suivante. Un non-juif est propriétaire d'un terrain en Eretz Israël. On pense que En Kinyan, c'est-à-dire le non-juif, par sa possession, n'enlève pas la Kedusha de la terre, donc il y a une obligation de maaser. Celui qui prend ce terrain comme un métayer, qui s'engage de donner 50% de la production, c'est en vérité comme s'il s'est engagé à donner une quantité fixe, et donc il ne pourra pas déduire du maaser, devra d'abord prélever le maaser, ensuite donner au non-juif. Amar le Rav Kana le Rav Papi. Rav Kana dit à Rav Papi, Vamrila le Rav Zvi, d'après certains il dit à Rav Zvi. Et la Had et Tanya, ce qui est marqué dans cette braïta. Rabbi Yehuda Omer, nous avons une braïta qui nous dit, Rabbi Yehuda dit, Hamekabel sede avotav metzik nochi, celui qui reçoit le terrain de ses parents. Mimetzik nochi, metzik c'est un anas, c'est-à-dire un non-juif qui a volé par la force un terrain. En général, vole des terrains. Maaser venotenlo. Donc lui prend de ce metzik un terrain, il doit d'abord prélever le maaser, ensuite donner la part au non-juif. Mais alors demande la Gemara, Maïre metzik, pourquoi parler ici d'un metzik, de celui qui aurait pris avec force un non-juif qui vole? Afilouen metzik, mais comme nous venons de voir auparavant, même si c'est un simple non-juif qui a un terrain en Eretz Israël, on doit, avant de lui donner sa part, on doit prélever le maaser. Donc pourquoi dans la braïta c'est marqué un metzik? Et là, Léolam, la Gemara vous reprendre et vous expliquer différemment. En vérité, Yeshkinan Enochi Beret Israël, l'Afkia Mide Maaser. Un non-juif, lorsqu'il est propriétaire d'un terrain en Eretz Israël, il lui enlève aussi sa kedusha. Et donc, il n'y a pas d'obligation de prélever de maaser sur cette parcelle de terrain. On pense aussi que Mekabel Av Kechoker Dame, celui qui prend et qui doit donner un pourcentage au propriétaire, ce n'est pas comme celui qui prend tout et qui doit donner une somme fixe. C'est vrai que celui qui prend tout doit donner une somme fixe. Donc on va dire tout ce qu'il prend, c'est à lui. La somme fixe qu'il doit donner, c'est une dette. Il ne peut pas donner, payer sa dette avec du maaser. Il doit d'abord prélever le maaser, ensuite payer sa dette. Mais le Mekabel, c'est différent, parce que le Mekabel prend un pourcentage. C'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire de tout. Il prend 50%, mais les autres 50% du non-juif, il n'est pas obligé de prélever le maaser. Et donc maintenant, on va changer, parce que c'est vrai. Si le non-juif est propriétaire de la terre, il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser. Alors pourquoi maaser venotenlo? C'est que maï sede avotav mamash. Que signifie sede avotav? C'est le terrain de ses parents. C'est-à-dire que Réhouven rencontre aujourd'hui un non-juif, et ce non-juif avait volé le terrain du père de Réhouven. Ce non-juif propose à Réhouven, dit, tu veux recevoir ce terrain, tu me donnes 50% de la récolte et toi tu travailleras dans ce terrain. Eh bien, les Chachamim nous disent, c'est vrai que normalement il n'a pas besoin de prélever le maaser sur la part du non-juif. Mais malgré tout, les Chachamim ont ici imposé un knas qui doit d'abord prélever, ensuite donner. Et pourquoi? Parce que les Chachamim,
comme dit Agma Vélédidier ou les Kansou Rabanan à lui, au fils, ils ont imposé cette amende de prélever et ensuite de lui donner, alors que ce n'était pas nécessaire de prélever pour le non-juif. Pourquoi des haïdés des chaviv aléat tefé ve'azil mekabella. Étant donné que ce terrain lui est cher, étant donné que c'est le terrain de ses parents, donc lui va être prêt à accepter ce terrain du non-juif, même s'il doit donner d'abord le maaser et ensuite payer le non-juif. Avalinish de almalo, mais une autre personne, non. C'est-à-dire que si ce n'est pas le fils du propriétaire premier du terrain, un non-juif qui avait volé un terrain se présente devant un étranger, juif, lui dit tu veux prendre ce terrain, eh bien cet homme-là, si on lui dit tu dois d'abord prélever le maaser, il n'acceptera pas. Mais on n'a toujours pas répondu, mais alors pourquoi le fils lui doit prélever le maaser? D'accord, il va accepter malgré l'obligation de prélever le maaser. Mais pourquoi doit-il prélever le maaser? Maïtama l'agman nous dit kansur rabanan, c'est une amende, un knas. Pourquoi? Amarabi Yochanan kflesh de barabi yado. Les Chachamim ont voulu que le terrain reste bara, c'est-à-dire dans ses mains, barour, sûr, dans ses mains. Les Chachamim ont dit le non-juif a volé le terrain au père. Il vient présenter ce terrain au fils. Le fils, comme c'est le terrain de son père, il a un côté sentimental vis-à-vis de ce terrain. Et donc si on lui impose à chaque fois de prélever le maaser avant de donner au non-juif, au bout de quelque temps il va se dire ce n'est pas intéressant de travailler de cette manière, de prélever le maaser et ensuite donner au non-juif, je préfère essayer d'acheter le terrain directement du non-juif, et donc ce terrain reviendra dans les mains du Israël. Ça, c'était la kavana des Chachamim. Mais les Chachamim n'ont pas pu imposer une telle chose à toute personne qui accepterait un terrain d'un non-juif, puisque les gens ne vont pas accepter de prélever un maaser et d'accepter le terrain, mais le fils, lui, acceptera. Et donc les Chachamim disent, puisque lui, il va accepter, on va lui imposer de prélever le maaser. De toute manière, il gardera le terrain, il va l'accepter du non-juif, et une fois qu'il va le prendre et qu'il se voit donner une année après l'autre le maaser avant de donner la part du non-juif, et donc il ne reçoit pas grand-chose du terrain, il va s'efforcer de l'acheter, et ainsi on récupérera ce terrain dans les mains d'Israël. Et là, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Yirmiyah, Kegon Da, une telle explication, Tzricha Rabba, nous avons besoin d'un maître, nous avons besoin de Rabbi Yochanan. Itmar, la Gemara continue. C'est dans la Sougia, la suite de la Sougia de Yishuv Eretz Israël, nous verrons à Yored et Torsadeh Chavero. Réhouven descend dans le champ de Shimon, il s'est mis à planter le champ de Shimon. Réhouven est jardinier. Il a vu que le terrain de Shimon était un peu abandonné, il a décidé de s'en occuper. Mais Shimon ne lui a rien demandé. Amarav, Rav nous dit, Shamin Lov Yado la Tartona. On va évaluer combien il a dépensé. Quel est aujourd'hui le prix du terrain? Qu'est-ce que Shimon a gagné? Veyado la tartona, mais la main de celui qui a planté les arbres est en dessous. C'est-à-dire, on va voir combien tu as dépensé. Disons que ce terrain valait 1000. Aujourd'hui, il vaut 1200, puisqu'il y a des arbres. Et tu as investi 100. Et bien, puisque l'investissement était 200, c'est vrai que le value du terrain aujourd'hui est de 200, malgré tout, je ne te donne que 100. Yado la tartona. Inversement, si tu as investi 300, mais le terrain ne vaut que 200 de plus, je ne te donnerai que 200, mais pas 300. Shmuel Amar, Shmuel n'est pas d'accord, il dit, Omdim kamadam rotzeliten, mais ça désolé notre. Shmuel dit, on va évaluer combien un homme est prêt à donner pour un tel terrain pour qu'on puisse planter des arbres. D'après Shmuel, on doit évaluer de cette manière combien un homme est prêt à donner pour qu'on plante ce terrain, et c'est ce qu'il devra payer. Amar Rav Papa, mais Rav Papa nous dit l'obligé, ce n'est pas une marloquette entre Rav ou Shmuel. Quand Besade Asuyalita, quand Besade Shnasuyalita, tout dépend, c'est un terrain qui était destiné à être planté, on allait planter des arbres. Donc dans ce cas-là, on va dire comme Shmuel, combien le propriétaire du terrain aurait été prêt à payer pour qu'on lui plante des arbres, c'est ce qu'il devra donner. Et dans le cas quand Besade Shnasuyalita, c'est un terrain qui n'était pas destiné à planter des arbres. Peut-être que le propriétaire aurait voulu laisser un Sadé Lavane de la récolte. Donc dans ce cas-là, on lui dit, moi je ne t'ai pas demandé de planter
des arbres, tu recevras ou le shvach ou la yitzia yado à la tartana. Donc il n'y a pas de marloquet Rav ou Shmuel. Et la Gemara continue, Rav l'avait fait rouchiquement. En vérité, cet enseignement, ce qu'on dit ici au nom de Rav, que Shamin lo yado la tartana, on lui donne ou le shvach ou la yitzia, Rav ne l'a pas dit explicitement, on l'a compris d'un enseignement de Rav. Pourquoi des Aou, des Iatel et Kamé de Rav. Un homme s'est présenté devant Rav à Marley dans un cas pareil où Reuven était descendu planter le terrain de Shimon. Alors Rav lui a dit Zil Shumle, a dit à Shimon, va évaluer combien, qu'est-ce que tu as gagné par cela et donne-lui. À Marley, mais Shimon lui dit Lobaïna, moi je ne veux pas de terrain. Je ne veux pas, qu'il me plante des arbres. À Marley, il lui a dit alors Zil Shumle v'yado la tartona. Tu vas évaluer, yado la tartona, c'est-à-dire tu vas voir combien il a fait de dépenses ou combien le terrain a pris de valeur, et c'est ce que tu donneras yado la tartona. Mais tu dois quand même payer. À Marley, ce Shimon a dit Lobaïna, je ne veux pas, je n'ai pas besoin ni de planter ni quoi que ce soit. J'aurais voulu avoir un terrain pour planter du blé, semer du blé. Les sauf en fin de compte raser des gadras. Rav a vu que ce Shimon, c'est-à-dire cet homme chez qui on avait planté, s'est mis à clôturer le terrain, avec Kamenater là et à garder les arbres qui s'y trouvent. À Marley, là, il lui dit Galit adartecha de michalecha. Là, tu montres que tu es content d'avoir des arbres chez toi, et bien zil shumle viado ala yona. C'est-à-dire, tu vas payer, évaluer, mais c'est lui qui a la main en haut, donc tu devras évaluer combien tu aurais été prêt, combien un homme dans ton cas aurait été prêt pour avoir un terrain planté. Quand nous voyons de cet enseignement de Rav, que puisqu'il lui a dit Zishum viado à la tartona, c'est là que la Gemara a déduit que Rav dit Shamin lo viado à la tartona. Itmar, la Gemara nous rapporte ici le cas suivant, Yored le toch orbato shel chavero. Un homme descend dans une ruine appartenant à son voisin. La maison s'étant effondrée il y a quelques années, elle n'a pas été reconstruite. Reuven donc voit la ruine chez Shimon et décide de la construire chez le Birchuto sans la permission de Shimon. Ve'amarlo. Et ensuite, Reuven dit Etzai ve'avanaim notel tov, je reprends mon bois et mes pierres. Rav Nachman amar shomino. Rav Nachman dit bon, on l'écoute, il peut reprendre. Rav Sheshat amar en shomino. Rav Sheshat dit non, on ne l'écoute pas, il ne pourra pas reprendre ses pierres, il laissera la maison telle qu'elle est. Métiv et l'agma objet, c'est marqué Ramashim Gamliel, Bet Shamaim Shomino, Betilom, Shomino. Nous avons une marloquette Bet Shamaim Betilel, est-ce qu'on l'écoute ou on ne l'écoute pas? Donc, puisque une marloquette Bet Shamaim Betilel, cela voudrait dire les Rav Nachman d'Amar que Bet Shamayou, que Rav Nachman pense comme Bet Shamay. Généralement, Rav Nachman doit penser comme la halakha, donc un Shomino ne devrait pas accepter qu'il reprenne son bois et ses pierres. Alors l'agma répond non. Houde Amar qui a été Rav Nachman lui explique comme ce Tana de Tania. Nous avons une braïta qui nous dit qu'en vérité, Bethilel n'était pas en marloquette, comme c'est marqué Shomim lo divrei Rav Shimon Lazar, Rav Shimon Gamliel Omer, Bet Shammai omrim Shomim lo, Bethilel omrim Shomim lo. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que on accepte sa Tana, il peut reprendre. C'est Rav Shimon Gamliel qui dit qu'il y a une marloquette Bet Shammai ou Bethilel. Donc on va expliquer que Rav Nachman qui a dit Shomim lo, lui il répond, il dit non, moi je pense qu'il n'y a pas de marloquette Bet Shammai Bethilel, je pense que Rabbi Shimon ben Lazar, que tout le monde est d'accord qu'il peut reprendre ses bois et ses pierres. Maïa Ve'ala, et la Gemara conclut, mais alors quel est le deal en fin de compte? Donc Reuven descend dans la ruine de Shimon et décide de la construire, ensuite Reuven veut reprendre son bois et ses pierres. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Babait Shomimlo, Basaden Shomimlo. Si c'est dans une maison, il a été construire la maison sans permission, Shomimlo, il peut reprendre ses pierres et son bois. Basadé, dans un champ, une Shomimlo, on n'accepte pas qu'il reprenne ses arbres. Maïtama Mishum Yishuv Eretz Israël. Pour le Yishuv Eretz Israël, c'est-à-dire pour que les terres soient habitées. Là, on voit que le Yishuv Eretz Israël, ce n'est pas les maisons, mais c'est les arbres. Les arbres, pour qu'il y ait des émissions, c'est-à-dire que la terre ne soit pas déserte. Ika de Amri, d'après notre version, Mishum Kachasha de Hara. Pourquoi il ne peut pas reprendre dans un champ? Parce que lorsqu'il a planté des arbres, il a déjà, quelque temps que l'arbre était planté dans son champ, l'arbre a puisé, a affaibli le terrain. Donc il ne peut pas dire je reviens, je prends mes arbres. Il dit oui, une fois que ton terrain a puisé, une fois que tes arbres ont puisé tout ce qu'ils pouvaient de mon terrain, tu vas ensuite les enlever.
Maï Benayu, quelle différence si on explique, parce que c'est Yishuv Eretz Israël, Kachacha De'ara, et Kabenayu Chutz Alaretz, en dehors d'Eretz Israël. Si toute la raison c'est Yishuv Eretz Israël, en dehors d'Israël, il pourra la reprendre. Si la raison c'est Kachacha De'ara, même en Chutz Alaretz, il y a le principe de Kachacha De'ara, donc il ne pourra pas reprendre ses armes. On continue avec une nouvelle souviens. Amaskir Bait Lechavero, Bimot Akshami. La Gemara nous dit, si un homme loue sa maison à son ami, si c'est en hiver, il ne pourra pas le faire sortir, Minachag Vada Pessah, depuis Sukkot jusqu'à Pessah. Nous allons voir dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas faire sortir le mukataire de Chag à Pessah. Bimot Achama, c'est en été, Shloshim Yom, 30 jours. Oube Krachim, et dans les Krachim, c'est-à-dire dans les villes où il y avait des marchés, nous dit Rashi, où il y avait une grande demande, une recherche d'appartements, et donc on ne trouvait pas facilement à louer une maison. Aussi bien en été qu'en hiver, on doit laisser 12 mois au locataire, parce que sinon il ne va pas trouver d'autres maisons. Nous expliquerons aussi dans la Gemara exactement comment on va gérer ici la location. Et si c'est un magasin, aussi bien une ville que les krachim, les villes de marché, c'est 12 mois, étant donné que le chanout, l'épicier, a l'habitude de vendre à crédit, et donc il ne peut pas d'un coup sortir de l'endroit. Il faut lui laisser le temps qu'il puisse récupérer l'argent qu'il a noté, l'argent qu'on lui doit. Et Rabban Shimon Gamliel rajoute, il dit Chanout Shel Nachtomim Shel Tzvaim, c'est un magasin, Chanout où on vend du pain, boulanger ou des tzvaïm, des couleurs, c'est Shalosh Shanim, 3 ans, parce que ces magasins avaient l'habitude de donner un crédit sur 3 ans. Nous allons reprendre le Mishnah à travers la Gemara et expliquer d'abord ce que nous avons vu. Un homme loue une maison à son ami, en hiver, il ne peut pas le sortir de Chag de Pessah. Quelle est la différence bimot akshamim? Parce que tu dis que celui qui loue une maison en hiver, il loue pour tout l'hiver. Eh bien, celui qui loue une maison en été pour l'été, il la loue pour tout l'été. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on pensait que ce qui est marqué Motakshamim, c'est-à-dire il dit je loue la maison pour l'hiver. Donc l'hiver c'est de Sukkot à Pessah. S'il dit je loue la maison pour l'été, c'est de Pessah à Sukkot. Pourquoi c'est 30 jours? Et là l'Agma reprend non. Du Motakshamim Ainutama de l'Oshkar Betalemega. La raison c'est que en hiver, il est difficile de trouver une maison à louer. C'est-à-dire ici, il nous explique Rashi, il ne s'agit pas d'un homme qui dit je loue la maison pour l'hiver. Il n'a rien dit. Il loue la maison. En général, nous avons un principe. Que Stam Srivut, c'est Shloshim Yom. Lorsque je loue une maison, c'est pour 30 jours. Donc en été, où on peut trouver des maisons, lorsque j'ai loué ma maison, on n'a rien dit, rien précisé. Donc c'était pour 30 jours. Au bout de 30 jours, je peux lui dire, maintenant c'est terminé, tu sors. Et puisqu'il trouvera une maison. Mais en hiver, même si normalement c'est pour 30 jours, mais je sais qu'il ne peut pas trouver facilement de maison. Donc dans ce cas-là, je ne pourrai pas le sortir depuis Sukkot jusqu'à Pessah. Et il payera comme le premier mois qu'il devait payer. Alors la Gemara nous dit, nous prenons dans les mots, en hiver, la raison c'est parce que il est difficile de trouver une maison à louer. Alors la Gemara continue, c'est ainsi que signifie que dans les grandes villes de marché, en été comme en hiver, c'est 12 mois. Que signifie que c'est 12 mois? Et si les 12 mois de location se terminent en plein milieu de l'hiver, eh bien ma ficlée, tu dis après 12 mois que je peux le faire sortir, 20 mailles. Pourquoi tu viens de dire que on ne peut pas trouver de maison à louer. C'est difficile de trouver en hiver, je ne peux pas le sortir. Donc comment la Mishnah nous dit, dans les villes de marché, c'est 12 mois aussi bien en été qu'en hiver. Amar Abuda reprend et nous dit non, la Mishnah le dit à Katami. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah, les 30 jours et les 12 mois?
c'est pour lui faire savoir. C'est-à-dire qu'un homme qui loue une maison à son ami, si la sriroute se termine en hiver, il ne peut pas le faire sortir, étant donné qu'il est difficile de trouver des maisons, sauf si il l'a prévenu à l'avance. Il a prévenu pendant l'été, 30 jours avant la fin de l'été. Il lui dit, sache que lorsque le moment en plein hiver s'arrêtera, eh bien je ne renouvellerai pas la location. Donc jusqu'au 15 Elul, c'est 30 jours avant Sukkot, je dois prévenir le locataire et lui dire, on ne va pas renouveler le bail, au milieu de l'hiver, tu sors. Donc, en été, le principe est le même, ce qui est marqué 30 jours, c'est que je dois lui dire 30 jours en été, avant qu'il parte. Et donc dans les grandes villes, on dit là il faut le prévenir 12 mois à l'avance, parce que sinon il va avoir des difficultés à trouver un nouvel appartement. Donc Amar Abuda le dit à Katanès pour lui faire savoir, un homme qui loue une maison à son ami Stam, sans rien dire, sans préciser, il ne pourra pas le sortir en hiver. Entre Sukkot et Pessah, sauf s'il a une Kenodia Shloshim Mikaro, sauf s'il lui a fait savoir 30 jours avant le début de l'hiver. Si 30 jours avant le début de l'hiver, je lui dis attention, notre mois va s'arrêter au milieu du mois de Shevat ou de Hadar, si je l'ai prévenu jusqu'au 15 Elul, 30 jours, c'est suffisant. Tana Meachi, la Gemara rapporte aussi une braïta qui va dans ce sens, lorsque nous avons dit 30 jours, nous avons dit 12 mois pour les grandes villes, c'est seulement Léodio pour lui faire savoir. Donc là, le din que nous venons de voir dans la Mishnah est simple. Un homme loue sa maison à son ami, donc pendant tout l'hiver, il ne peut pas le sortir, sauf s'il a prévenu 30 jours avant l'hiver. En été, il faut lui prévenir 30 jours à l'avance. Dans les grandes villes de marché où il n'y a pas suffisamment de maisons, il faut le prévenir 12 mois à l'avance. La Gemara continue. De même que le propriétaire doit lui faire savoir, de même le locataire doit aussi faire savoir et lui dire je vais partir d'un marlé, parce que sinon le propriétaire va lui dire Yodatan, si tu m'avais fait savoir avec ta chana, je me serais fatigué au motif nabeinish ma'alia et j'aurais pu faire rentrer quelqu'un de bien dans cette maison. Amar Ravasi poursuit, nous enseigne Mirnas Yom Echad Imot Akshami. Si il a continué, c'est-à-dire il a commencé un jour en hiver, c'est-à-dire je comprends que si est arrivé le 15 Tishri, donc Sukkot, ça y est, il ne peut plus le faire sortir jusqu'à Pessah. Mais l'Agma demande, je ne comprends pas. On a vu que c'était 30 jours. C'est-à-dire je dois le prévenir 30 jours avant. C'est pas que je dois lui prévenir à la limite et que s'il a commencé un jour, c'est fini. C'est 30 jours avant. C'est-à-dire si je l'ai prévenu 30 jours avant, mais ces 30 jours se terminent, même un jour dans l'hiver, c'est-à-dire je l'ai prévenu après le 15 Elul, donc les 30 jours vont se terminer après que la fête de Sukkot ait commencé, dans ce cas-là, ça y est, je ne l'ai pas averti 30 jours avant, je ne peux pas le sortir depuis Sukkot jusqu'à Pessah. Amar Ravuna, si je veux augmenter le prix, je peux, lorsque la fin est arrivée, même si je ne lui ai rien dit. Amar Rav Nachman n'est pas d'accord. Rav Nachman dit, Rav Nachman prend ici une expression qui signifie celui-là, il va l'attraper, le prendre par les testicules, de l'échevquer, l'églimé jusqu'à ce qu'il laisse son habit. C'est-à-dire là, tu le prends sur où il n'a pas le choix, tu lui dis voilà maintenant je t'augmente, alors que tu n'as rien dit. Ce n'est pas logique. La Gemara répond on parle dans le cas où les maisons ont pris de la valeur, on sait que c'est plus cher, et donc là, dans ce cas-là, puisque la perte se voit, il pourra augmenter le prix. La Gemara continue et nous dit nous avons vu que donc je ne peux pas faire sortir le locataire si je ne l'ai pas prévenu
30 jours avant. Alors la Gemara nous dit, Pshita, c'est évident que si Nafal les bêtés, si la maison du propriétaire du maskir est tombée, c'est détruite. Et donc lui, il va voir le socher, il va lui dire, bon, maintenant il faut que tu sortes pour que je puisse habiter, on a fini le contrat. À Marley, il lui dit, Loa dit Faminet, tu n'es pas mieux que moi. C'est-à-dire, puisque le Zman est arrivé, normalement tu devais finir là. Seulement quoi? Tu viens me dire que j'aurais dû te prévenir auparavant, et qu'aujourd'hui, puisque je ne t'ai pas prévenu, tu ne peux pas du jour au lendemain trouver une maison. Et moi aussi, je suis dans la rue. Et donc, ce n'est pas logique que moi, je sois dans la rue, toi à l'intérieur. Tu vas me dire que je ne peux pas trouver de maison. Moi aussi, je ne peux pas trouver de maison. Donc, dans ce cas-là, le sofer doit sortir et laisser la place au maskir. Zavne, dans le cas où le maskir a vendu la maison, le propriétaire a vendu la maison au Horté, où il est mort, il a laissé un héritage à ses enfants, il y a Matned en a fait un cadeau. Et le nouveau propriétaire veut faire sortir le socher sans l'avoir prévenu 30 jours en été. L'Agma a dit, à Marley, il peut lui dire, le socher lo a dit fatam, tu n'es pas mieux, migavra datit miné, de la personne de qui tu viens, c'est-à-dire de qui tu as pris possession du terrain. De la même manière que le premier propriétaire ne pouvait pas me faire sortir tant qu'il ne m'avait pas prévenu 30 jours en été, toi aussi tu ne peux pas. Donc, elle allait les barrer. Si le propriétaire de la maison a marié son propre fils, et il veut maintenant prendre le terrain, cette maison-là du socher, eh bien, Chazinan, on va voir. Il y avait Fchalodoué. Si le propriétaire de la maison aurait pu faire savoir au socher, attention, je vais marier bientôt mon fils, je vais avoir besoin de la maison, alors il va aller le Odoué. Et puis il aurait dû le faire. Et sinon, à Marley, il peut dire Adif Daminaï. Et tu n'es pas mieux que moi. Et ce n'est pas possible que toi tu restes dans ma maison et que mon fils soit dans la rue. Et tu me dis, tu ne peux pas trouver, mon fils aussi ne peut pas trouver, donc à toi de lui céder la place. La Gemara nous raconte ici à Ogavra un homme des Zavan Arba de Khamre qui a Zavan acheté Arba de Khamre, un bateau où il y avait des Khamra, beaucoup de tonneaux de vin. Lo Ashkar Dourté lo trouvé. Il n'avait pas d'endroit où le mettre. Amarla Leaïteta, il a dit à une femme, Itlar Dourta le Ougré, est-ce que tu as un endroit pour me louer, que je puisse entreposer ce vin? Amaralelo, elle lui a dit non. Cet homme-là, Azal, Ketcha, il lui a donné des kiddushin à cet homme. Il a dit, est-ce que tu veux te marier avec moi? Il lui a donné des kiddushin, il est devenu sa femme. Et elle, bien sûr, par un élan du cœur, il a avalé Dourté. Cette fois-ci, elle lui a donné un endroit, Léaïlé, pour qu'il puisse faire rentrer son vin. Azal l'ébêté, cet homme-là est rentré chez lui, Katav la Gita, il lui a écrit un guet. Et il lui dit, tu n'es plus ma femme, un guet, mais comme l'endroit lui a été loué, lui a été destiné, donc elle ne peut plus lui dire, maintenant tu enlèves tes tonneaux. Shadarla, il lui a envoyé le guet. Azlaïhi, elle n'a pas perdu son froid. Agra, chez Kulae, elle a engagé des porteurs, Miné Youbé, et elle les a payés avec le vin, avec les tonneaux du vin qui appartenaient à cet homme-là. Affecté, il a fait sortir des tonneaux de vin, Ve'utve, les ont mis, Beshivila, sur la rue, sur le chemin. Amar Avuna Berid Rav Yeshua. Bien sûr, cet homme-là a réclamé maintenant l'indemnité de cette femme. Ravuna Berid Yeshua a dit, Kacher Asa Kenya Selo, comme il a fait, on lui fera Gemulo Yeshua Beroshon, on lui a rendu ce qu'il a fait à cette femme, on lui a rendu sur sa tête. L'homme éveillé Khatser le Kaimeliga. Et pas seulement si cette cour où la femme avait entreposé les tonneaux était dans un endroit de l'Okaimeliga où de toutes les manières il n'était pas destiné à la location. Et donc c'est évident qu'elle n'était pas obligée de le louer. Et la flou Khatser de Kaimeliga, même si c'est un endroit que généralement elle le loue. Eh bien là, cet homme-là ne peut pas exiger qu'on lui loue ce terrain, cette cour. Amrale, elle peut lui dire les koulé almanichal lagoré. En vérité, je suis prêt à louer cet endroit pour tout le monde, mais lecha lo nichani, mais pour toi non. Pour toi, je ne suis pas prêt. Pourquoi des damit alay qui arrivent arba? Parce que tu es pour moi comme un lion qui m'attend, qui est debout devant moi pour, comme nous avons vu ce que cet homme lui a fait, puisqu'il venait de Kiddushin pour ensuite la divorcer. Et donc, elle a eu gain de cause et lui a dû reprendre cet homme. On termine avec Raman Shmuel Shenartomim Shetzem Shalosh Shanim dans la Mishnah, que si c'était un magasin, on avait loué un boulanger, celui qui faisait des couleurs, c'est 3 ans.
Pourquoi Tana Mipne chez Kefan Meruba, étant donné qu'il vendait à crédit sur 3 ans, et donc il fallait 3 ans pour qu'ils puissent récupérer leur argent. Parce que s'ils se déplaçaient d'ici, celui qui avait acheté et qui leur devait de l'argent allait en vérité revenir à cet endroit-là, ne trouvant pas le nartom, il n'aurait pas payé sa dette. Donc on laisse au nartom 3 ans, le temps de se retourner, de récupérer son argent. Alors nous terminons avec Meurot Halacha, Daf Aleph. Un homme qui demande d'un artisan de lui préparer une chose particulière, comme par exemple, il demande de lui préparer une armoire à un menuisier. Et une fois que le menuisier a terminé cette armoire, l'acheteur dit non, je ne veux plus acheter l'armoire. Si le menuisier peut vendre cette armoire à quelqu'un d'autre et recevoir la somme qu'il aurait pu avoir de celui qui lui a fait la commande, eh bien, le menuisier devra vendre l'objet à une autre personne, il ne pourra rien réclamer de celui qui lui a commandé, étant donné qu'en fin de compte, il a reçu son salaire. Mais si l'Ouman ne peut pas vendre cette armoire à une autre personne, s'il a par exemple préparé une armoire particulière, et qu'un autre n'a pas besoin d'une telle armoire ou des mêmes mesures, prenons des meubles de cuisine, qui sont en fonction de mesures particulières, et donc le Ouman ne pourra pas vendre facilement et au prix que le premier lui avait proposé, il ne pourra pas vendre aujourd'hui ses meubles, eh bien il vendra comme il peut, et la différence, c'est celui qui a fait la commande qui devra payer. Donc on peut trouver aussi ce cas-là lorsqu'un homme engage un traiteur, et une fois que le traiteur s'est fatigué à préparer le repas, celui qui a commandé revient et dit non, je ne veux pas. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, mais il y a beaucoup de paramètres, et dans chaque cas, il faudra poser la question à un dayan, comment se conduire, quelle est sa mesure de responsabilité, pour ne pas être ouvert chas v'shalom sur un issour de Gézer.